Merci Stéphane. Est-ce qu'on peut passer la parole maintenant à Florence? Florence Chaper, si tu es là et si tu veux bien, et puis on prendra la partie témoignage après, et peut-être que je vous demanderai à nouveau d'être là. Donc Florence, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Pour nous, c'est super. Bon. Alors, d'abord, je voudrais remercier Anne-Marie, puis remercier le Cercle pour pousser finalement tous ces sujets de santé des femmes au travail depuis plusieurs années. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça devient une priorité des politiques publiques et voilà, et nous en sommes ravis à l'ANACT. Alors en effet, ça fait depuis 2008 que l'ANACT travaille sur cette mise en visibilité des risques professionnels pour les femmes au travail. On avait publié dès 2012 des données sexuées sur la progression des accidents de travail chez les femmes. Moi-même, je pilote aujourd'hui l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4, avec l'ensemble des partenaires préventeurs, dont l'INRS et bien d'autres, qui inclut d'ailleurs la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est donc finalement assez logiquement que depuis la vague MeToo, l'ANACT ait commencé à travailler sur ce risque de violences sexistes et sexuelles, qui est un risque où les femmes sont quand même surexposées. Ce qui a été le déclencheur, en fait, c'est des demandes d'entreprises, plus que sur le sujet de l'égalité professionnelle, et notamment une demande du ministère de l'Intérieur qui était de bâtir un outil de sensibilisation au sexisme. C'était il y a 5 ans et c'est intéressant parce que à cette époque-là, on ne pouvait pas parler de harcèlement sexuel, de violences sexistes et sexuelles, et donc très pudiquement, on a fait tout un travail de terrain et produit un jeu qui s'est appelé et qui est encore aujourd'hui très diffusé, qui est le jeu Sexisme sans façon. De même, on avait produit un cycle de webinaires sur la prévention du sexisme au travail. Aujourd'hui, les entreprises ont changé et le terme de violence sexiste et sexuelle ou le terme de harcèlement sexuel est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. Alors, qu'est-ce qui caractérise notre approche telle que nous l'avons développée? C'est cet angle organisationnel, cet angle collectif. C'est un sujet de prévention comme un autre. Et d'ailleurs, ce sont des éléments qui ont été repris par la synthèse du rapport dont Anne-Marie a parlé, ou son contenu, un peu comme finalement les risques psychosociaux étaient considérés il y a 15 ans comme relevant de fragilité individuelle. Nous avons fait le constat que les violences sexistes et sexuelles au travail, ça n'est pas qu'une question de comportement ou d'individu, même s'il y a des facteurs individuels liés aux victimes, liés aux personnes mises en cause, mais c'est aussi une question d'organisation, de conditions de travail. Mais c'est vrai que trop souvent, quand nous travaillons avec les entreprises, nous constatons qu'elles gardent comme clé de lecture que c'est une question de comportement inapproprié, que c'est la conséquence de relations interindividuelles, de questions de conflits ou d'affinités, etc. Or, aujourd'hui, nos constats et puis des études telles que celle de la DARES nous montrent qu'il y a des situations de travail à risque en lien avec certains types d'environnement, de conditions de travail. Nous avons publié le mois dernier, au mois d'octobre, des monographies de 5 sur 5 entreprises, et par exemple là on présente la recension qu'on fait de 5 facteurs de risque qui sont le fait de travailler dans un secteur avec une faible mixité de personnel, pas seulement dans le milieu à prédominance masculine mais aussi féminine, dans la mode, la petite enfance. C'est bien sûr les conditions de travail précaires, le fait d'être dans une entreprise avec un fort taux de personnel en CDD, intérim, stagiaire, alternant, etc., surexpose ces personnes-là. Et puis certaines conditions de travail, des postes de travail isolés, les assistantes,
du travail sous pression, et d'ailleurs le rapport qui est focalisé plutôt sur les violences sexistes sexuelles en relation d'autorité montre très bien la relation entre une victime et des auteurs dans un contexte de concurrence, de compétition, d'image de marque, etc., etc. C'est aussi bien sûr les postes qui sont en relation avec public, patient, bénéficiaire, client, etc. Mais c'est également des relations de travail qui peuvent être soit très hiérarchisées, comme à l'hôpital, ou au contraire très peu, comme dans le monde du spectacle. Le travail en grande proximité, et le rapport y revient, par exemple, en huis clos dans une salle de chirurgie ou bien dans un camion de police. Également les moments de convivialité qui sont souvent des moments d'exposition forte. Et puis c'est des contraintes de temps de travail, le fait de travailler le soir, la nuit, d'avoir des astreintes, d'avoir des postes en célibat géographique, d'avoir des déplacements fréquents, surexpose les personnes. D'où peut-être juste un point de conclusion pour nous, et puis on y reviendra peut-être, c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à de la sensibilisation, ça ne suffit pas, de ne pas s'arrêter au traitement des cas, mais d'agir en prévention primaire. Alors bien sûr, mettre en place les référents, mais surtout identifier ces situations à risque, ces postes exposés, ce qu'on appelle ces facteurs de risque. C'est intégrer dans un troisième temps ce risque de violence sexiste sexuelle dans le document unique d'évaluation des risques, et on sait que l'entreprise, si elle est mise en cause, si elle est partie prenante d'un cas de harcèlement sexuel, bien sûr c'est pas elle qui va, les responsables qui vont aller en prison ou qui vont avoir une amende, mais par contre elle peut être mise en cause par défaut effectivement de prévention et devoir payer de la réparation. Et c'est également introduire des actions de prévention des violences dans le plan de prévention. Trop souvent on voit que le PAPRIPACT n'inclut pas d'actions de prévention des violences sexistes sexuelles qui sont distinctes. Et puis bien sûr, encore plus en amont, c'est mettre en place des politiques d'égalité professionnelle pour limiter les écarts de salaire, de parcours, de rémunération, de métier entre les femmes et les hommes. C'est également un facteur de prévention primaire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci, oui, super, merci Florence. Et, ce qui est très confortant dans ce que tu nous dis là, c'est que quand même les choses bougent. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait un peu l'impression, je veux dire, que les premières années, quand on s'en était parlé il y a déjà un certain temps, c'est que les choses étaient un peu up-down, c'est-à-dire que il y avait un certain nombre de convictions, voire d'ailleurs de convictions gouvernementales, qu'il fallait globalement faire quelque chose, mais sur lequel, après ça suivait, mais ça portait pas forcément. Et là, dans ce que tu dis, il y a plein de choses fortes, mais il y a notamment que les entreprises ont bougé, donc le terrain a bougé, et qu'il y a des demandes de ce côté-là, et que les demandes, c'est non seulement l'écho qu'il y a des faits, mais c'est surtout l'écho qu'il y a une conscience et des besoins. Donc ça a beaucoup bougé. Ce que tu montres aussi, moi je veux dire, que tu montres aussi tout à fait bien, c'est que on est un peu passé, comme tu le disais pour les RPS, de ce qui était quelque part c'est une problématique individuelle ou interindividuelle et point terminé, juste de comportement, et de voir ce qu'est l'ensemble. Et c'est vrai que, alors on reprendra peut-être ça tout à l'heure, Florence, si tu veux bien, mais là notamment tout le travail absolument fantastique que tu fais avec ton équipe sur les, j'allais dire, des secteurs à risque. Et on voit que des organisations qui sont liées à certains métiers, je pense à ce que tu disais sur la restauration, à ce qu'on peut dire aussi sur, par exemple, les métiers de soins, ce qu'on peut dire aussi, et là on aura prochainement, je pense, un zoom un peu spécifique sur les établissements hospitaliers et sur les établissements de soins, qui sont des héritages un peu ancestraux d'organisations pas toujours vertueuses, mais enfin en tout cas qui ont peut-être fait leur temps. Donc merci de souligner tout ça. Merci.